I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. C'est parti pour le sommet des chefs d'État de la COP22. Dans 15 minutes, le roi Mohamed VI va recevoir les chefs d'État et de gouvernements étrangers pour parler des objectifs de cette COP après les débats des experts qui ont duré un peu plus d'une semaine. Le premier d'entre eux, le premier de ces objectifs, c'est boucler l'accord de Paris sur le climat et notamment ce fonds vert, fonds des pays du Nord envers les pays du Sud pour entamer des chantiers verts. Succès ou pas, on verra bien. En tout cas, le Maroc n'a pas attendu la fin de cette COP pour innover et lancer des financements. Il a même en quelque sorte voler la vedette à la France en lançant à travers Mazen les premières émissions vertes. Les banques marocaines suivent également le pas. Alors de quoi s'agit-il concrètement? Qu'attendre de ces émissions vertes? Qu'attendre de ces green bonds? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Je vais essayer de mieux prononcer les green bonds. Avec nous ce matin, Anouar Zine, bonjour. Bonjour James Bond. Je vous ai vu sourire, Anouar. Entrepreneur dans le secteur de la communication, fondateur du mouvement citoyen changer.ma et un spécialiste justement de financement vert, notamment entre autres à Amidjuri, bonjour. Bonjour André. Bon anniversaire également. Merci. Responsable PME chez Inforisque. Nous parlerons foot et politique ce matin. Oui, c'est comme ça dans les décodeurs atlantiques, on change de sujet et on va parler justement de cette déclaration qui a fait pas beaucoup de bruit dans la presse ces derniers jours et pourtant un président de la FIFA, Gianni Infantino, qui déclare que le Maroc est en mesure d'accueillir la Coupe du Monde de football, ça n'est pas rien. Alors tiens, le Maroc peut-il à nouveau rêver d'organiser un mondial de foot en 2026 ou 2030? Question que l'on va décoder. 55-77 pour réagir, poser vos questions par SMS, 6 TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. 50 milliards, pardonnez-moi, la différence est de taille. 50 milliards de dollars à trouver donc pour le Maroc d'ici 2030 pour réaliser ses engagements climat. Et parmi ces 50 milliards, 35 milliards seront conditionnés à des financements verts. Hier, à la COP22, le gouverneur de Banque Al Maghrib a abordé les grands axes de la finance verte au Maroc avec donc parmi ces grands axes les fameuses émissions vertes, les fameux green bonds. De quoi il s'agit concrètement, Amidjuri? Alors quand on parle de green bonds, en réalité on parle d'obligations. Commençons par le début, c'est quoi une obligation? C'est une valeur mobilière. Aujourd'hui on a par exemple des actions qui est une valeur mobilière qui donne accès à une part du capital d'une entreprise. Une obligation, ça donne c'est une valeur mobilière sur une dette privée émise par une entreprise ou un État. Très bien, donc ça c'est pour le dessin de... Voilà, c'est une obligation. Maintenant, pourquoi on parle de green bonds? Tout simplement, c'est une obligation qui est liée à un projet éco-responsable. Donc on va financer des projets verts ou Exactement. des projets qui ont un lien avec le climat. C'était pas tellement à la mode il y a encore quelques années, ça commence vraiment à être à la mode depuis la COP21, Anouar Zine, ces fameux green bonds. Oui, alors ces obligations vertes sont très récentes. C'est la France qui a été à l'avant-garde et puis le Maroc qui se place également à l'avant-garde en lançant ses premières obligations vertes plutôt avec succès. Et les banques privées qui s'y mettent aussi. Alors il y a déjà eu une émission obligataire donc de ces green bonds par l'État marocain qui a bien fonctionné. Ça a été annoncé récemment lors des journées de l'environnement tenues à Casablanca. Et puis il y a le BMCE Bank, on peut l'annoncer sans aucun problème, qui s'y met aussi. On parle de BCP également, alors pour l'instant pas d'informations, mais qui devrait avoir tranché hier. Voilà, qui devait être tranché en conseil d'administration hier sur le lancement d'un endettement d'1 milliard de dirhams, si je me trompe. Oui, c'est ça. Pas exactement, de 100 millions d'euros. Alors c'est intéressant, c'est un vieux thème en fait, c'est lié un petit peu à l'histoire de la moralisation du capital. Rappelez-vous, c'était un thème de campagne en France, notamment en 2012, quand le président français candidat à l'époque, François Hollande, a déclaré la finance comme étant un adversaire. Enfin, depuis, la finance ne s'est jamais aussi bien portée en France, en tout cas, que sous le mandat de François Hollande. Pour un adversaire, c'est raté. Mais en tout cas, le thème, c'est la moralisation du capital. Et pourquoi la France a été aux avant-gardes? Rappelez-vous, le président Chirac, à l'époque, avec Lula, le président brésilien, avait mis en place une taxe sur les billets d'avion pour toutes les compagnies aériennes au départ de la France. Cette taxe devait financer également des projets d'utilité publique pour lutter contre le sida, le paludisme, etc. Donc c'est un peu le vieux thème de la moralisation du capital, c'est-à-dire trouver un usage de l'argent qui correspond à une espèce de conscience collective et qui donne une couleur, donc verte en l'occurrence, pour l'investissement. Alors ça tombe bien puisque le dollar de réputation on dit c'est le billet vert. Donc c'est un peu conforme à l'idée qu'on peut se faire de l'argent. C'est aussi une façon de créer des connexions entre le capital de façon générale
et l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Mais attention, c'est pas très poétique, enfin c'est pas que poétique tout cela. Les investissements dans les énergies renouvelables, c'est d'abord des investissements rentables, puisque les délais de maturité de ces fonds, Amine le corrigera, entre 5 et 10 ans, ce qui est très intéressant en termes de placement financier de façon générale. Alors vous parlez du Maroc justement qui a émis ses premières émissions, enfin ses premières green bonds. C'est à travers Mazen en fait, qui est une société, on le rappelle, de droit privé à capitaux publics. Donc est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est l'État marocain qui s'est engagé, Amine Diouri, et que le Maroc a volé la vedette à la France, puisqu'on sait qu'en 2017 c'est la France qui devait émettre pour la première fois au niveau mondial pour un pays des émissions vertes ou pas? On peut jouer sur les mots et dire qu'effectivement Mazen c'est une société publique, mais dont l'émission est garantie par l'État marocain. Donc c'est pas vraiment une émission étatique. Donc la France a toujours la possibilité d'être le premier pays à émettre ce type d'obligation. En tout cas, le Maroc a fait belle affiche pour cette COP, pour l'instant. Oui, c'est une bonne publicité, effectivement. Il y a des projets venant d'un pays africain, en plus. Oui, en plus. Il y a énormément de projets intéressants. Le projet Nord en est un bon exemple. Le financement Mazen, justement, va permettre de financer en grande partie ces projets solaires et éoliens, pardon. Sachant qu'on a un objectif de produire un mix électricité à horizon 2030 de 52%, de plus dépendre simplement des énergies fossiles, mais d'aller vers les énergies vertes. Donc là, on parle de choses concrètes. C'est vraiment des moyens de financement qui peuvent être rapides et plus rapides peut-être que de la finance classique à travers ces émissions, Amine Diouri? Non, c'est pas une question de plus rapide. C'est plus facile à lever, je veux dire. Oui, alors c'est vrai que c'est une question d'éthique. On parle de finance verte aujourd'hui, on parle de finance islamique bientôt. La finance islamique, c'est placer de l'argent dans des projets halal. La finance verte, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on place son argent exclusivement dans des projets verts, effectivement. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, la finance ne change pas en tant que telle, c'est-à-dire que le mode d'émission est le même. La seule différence, c'est que l'émission d'un green bond doit être validée par une autorité qui est la MMC au Maroc. Donc l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Qui a établi sa propre charte pour le gendarme de la bourse, le gendarme de la bourse exactement, qui a établi sa propre charte et qui dit concrètement que pour être considéré comme un projet vert, il faut que ce soit validé par des experts indépendants, etc., et que l'usage de l'argent soit employé exclusivement pour des projets green. Alors je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent. Pour Mazen, ils comprennent, mais pour les banques, à quoi ça sert concrètement ces émissions vertes? Qu'est-ce qu'elles vont en faire à Noirzelli? Il y a deux niveaux de lecture. Sans vouloir remettre en question l'authenticité des uns et des autres, je crois que particulièrement pour BMCE Bank, il y a de la conviction au-delà le métier d'un banquier, c'est gagner de l'argent, il faut pas s'y tromper. Mais il y a quand même des banques qui sont un peu plus authentiques, un peu plus conformes à leur marketing, on va dire, à leur positionnement. Notamment, par exemple, BMCE Bank, ce groupe s'est toujours placé sur des questions environnementales. Rappelez-vous des émissions de télévision financées par cette institution, Dunia, et j'en passe, etc., qui étaient sur la préservation de la terre, de l'environnement, la sensibilisation, puis tout l'engagement dans les questions de développement durable de façon générale avec le projet medrasat.com et des projets similaires. Donc il y a un peu de conviction des femmes et des hommes qui font de la finance. Il y a de ça. Deux, c'est un maillon nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez une chaîne de valeur qui est en train de s'installer. Vous avez de la demande de l'énergie produite, on va dire proprement, énergie renouvelable. Vous avez des moyens de production. Mazen est un exemple, il y en a d'autres. Donc vous avez un marché, vous avez un producteur, vous avez des créateurs, des start-upers, des métiers, de la formation à mettre en place, donc des porteurs de projets, des entrepreneurs. Il manque quoi dans le maillon? Il manque un financement. Ça fait partie il y a une fiscalité adaptée qui se met en place pour ce genre de projet. Donc c'est tout un secteur qui est en train de naître. Et le financement est un maillon parmi d'autres. Alors je rappelle de façon sincère et authentique que le métier d'un banquier, c'est d'abord investir et gagner de l'argent. Mais en choisissant ce type de financement, on sait d'ores et déjà qu'on va dédier tout ce montant à des projets dits verts. Et donc, c'est une aubaine pour tous les entrepreneurs qui ont besoin de se lancer dans ce secteur et qui ont besoin de financement bancaire. C'est toujours très intéressant de savoir qu'un banquier a réservé une partie de l'argent à placer en crédit ou en investissement à un secteur en particulier. Donc, c'est un maillon parmi d'autres qui est appelé à participer au lancement de tout un secteur qui aujourd'hui se présente comme un secteur
prometteur, porteur, créateur à la fois de croissance et d'emploi, on le disait la dernière fois ici. Alors, BMC Bank of Africa, BCP sans doute, oui. On va attendre dans quelques minutes peut-être un communiqué de la BCP, et puis peut-être d'autres banques qui pourraient suivre très rapidement, ça peut être quelque chose qui peut aller très vite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Mignori? Oui, tout à fait. On parle aussi d'Attijari pour ce type d'émission. Je reviendrai effectivement sur BCP et sur BMCE Bank. Il faut savoir qu'effectivement, Anouar l'évoque à l'instant, ils ont déjà lancé une ligne de financement crédit qui s'appelle Morcef et qui est dotée aujourd'hui de 800 millions de dirhams et qui permet justement de financer des projets co-responsables. Et aujourd'hui, près de 40 entreprises ont déjà bénéficié de ce mode de financement. Donc aujourd'hui, il y a les green bonds, donc de la dette privée. Il y a des lignes de financement émises par les banques. On a parlé récemment aussi de l'autre partie du mode de financement, c'est-à-dire les financements par les fonds propres. Il y a tout un écosystème aujourd'hui de financement qui se met en place autour des projets verts, et c'est vraiment une très bonne chose pour le Maroc. Donc le Maroc peut aussi à terme avoir une expertise sur le continent africain et peut-être même au niveau mondial par rapport à ces financements verts? Oui, complètement. Surtout que par rapport aux green bonds dont on parle, il y a des investisseurs qui investissent que dans ce type de produits financiers, des investisseurs généralement américains ou qui sont du nord de l'Europe, qui investissent spécifiquement dans ce type de projet, qui ont de l'argent. Et il faut savoir une chose, c'est que la rentabilité, enfin le rendement financier pour ce type de produit reste très intéressant, puisque aujourd'hui c'est un marché qui est très étroit, c'est une niche, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un marché qui faisait à peine 4 ans, 5 ans, $1 milliard. Pour 2016, on parle d'un marché de près de 60 milliards $, donc un marché multiplié par 60 en à peine quelques années. Mais si on ramène ça au marché obligataire global, alors le marché obligataire global, c'est près de 100 000 milliards $. Donc quand on rapporte 60 milliards à 100 000 milliards, ça fait quand même très léger. Ça reste une niche, il y a des investisseurs spécialisés qui investissent dans cette niche, et il y a un rendement financier qui est intéressant. La suite des décodeurs atlantiques ce matin avec Anouar Zine. Rebonjour. Rebonjour. Fondateur du mouvement citoyen Changer.ma, entrepreneur dans le secteur de la communication, et Amine Yori également avec nous. Rebonjour. Rebonjour Roland. J'allais dire fondateur. Responsable PME chez Inforisque. On parle avec vous ce matin de finances vertes, des green bonds qui ont été lancés par Mazen ou encore par Bank of Africa. Alors, il y a aussi une feuille de route qui concrètement va se dessiner dans les prochains mois. D'ailleurs, hier, Abdelatif Jouari, le gouverneur de Banque Al Maghrib, en parlait lors de cette COP22 à Mignori. Oui, tout à fait. Des discussions sont en cours entre la Banque centrale et le GPBM, le groupement des banques marocaines, pour établir une feuille de route sur comment promouvoir cette finance durable, quels sont les éléments à mettre en œuvre, les mesures incitatives, aussi bien fiscales et autres, pour justement promouvoir cette finance. Et justement, on a eu hier un partenariat qui était scellé entre Mazen et Attijari Alpha Bank pour, même chose, promouvoir le financement vert. Comment promouvoir justement ce financement? C'est à travers des campagnes de communication, à travers des publicités uniquement, Anouar Zine? Vous savez, dans le grand thème qui est celui de la moralisation du capital, la création d'un état supplémentaire qui est celui des financements verts est une chose qui est très intéressante. Vous savez, chercher de l'argent à l'international ou même au niveau national, ce n'est pas chose aisée. Il faut avoir une stabilité politique, une crédibilité au niveau des marchés, une économie plus ou moins saine, remplir certains critères qui parfois dépassent les simples critères des infrastructures, de la qualité des télécoms, de la qualité d'accueil, etc., mais aussi des questions liées aux droits de l'homme, au travail des enfants, au classement sur les indices divers et variés. Ça va des indices de la corruption aux indices de développement humain, etc. Donc c'est une vraie bataille au quotidien que pouvoir lever de l'argent, surtout en tout cas au niveau international. Créer ce nouvel étage
Je dirais pas que ça permet de passer outre les premiers critères, pas du tout. Ça les renforce davantage et ça crédite, vu la compétition, en tout cas dans la région, pour chercher l'argent sur les marchés internationaux, ça crédite le Maroc d'un nouvel argument, puisque de tous les pays de la région, il est de loin celui qui a bien avancé dans le secteur des énergies renouvelables et des projets pouvant se tenir sur son sol dans le cadre de ce secteur-là. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça crée un argument de plus que peut-être les voisins on va dire les moins amis ne peuvent pas rivaliser avec ce nouvel argument du Maroc. C'est une chose qui est très intéressante pour le pays. Sur le terrain aussi, il faut promouvoir cette méthode de financement pour les startups, pour les entrepreneurs. Amin Duri, vous disiez tout à l'heure, il y a notamment un programme qui a été lancé par deux banques, qui pour l'instant a des résultats plutôt faibles. Oui. 40 entreprises seulement qui sont aidées par ce programme qui inclut des financements verts. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que si on parle le financement par les fonds propres, bon, il y a le financement certes, mais il faut créer un écosystème autour de ces créateurs d'entreprises, et qui dit écosystème dit de l'accompagnement aussi des créateurs. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées éco-responsables et des projets d'avoir des idées de projets verts, mais derrière, il faut un business model qui marche, parce que l'idée à la fin, c'est quand même de gagner de l'argent. Et c'est ça le plus dur en réalité, c'est de gagner de l'argent avec un projet vert. Et pour ça, effectivement, il faut de l'expertise autour de ce projet, justement pour pouvoir générer de l'argent. Et à partir de ce moment-là, le financement suivra, que ce soit du financement bancaire ou que ce soit du financement par fonds propres. 35 milliards, je disais tout à l'heure en ouverture, 35 milliards de dollars de financement vert sur les 50 milliards de dollars à trouver pour le Maroc pour tenir ses engagements climat à partir de 2030. C'est possible, on peut y arriver à Noarzine? Oui, c'est possible. Tel que c'est parti, c'est plutôt bien parti. Je pense que le Maroc parviendrait à avoir cette somme. Et encore une fois, pas pour des questions purement poétiques ou écologiques, c'est d'abord parce que c'est un secteur très rentable, les énergies renouvelables. Amin Duri, pour conclure. Oui, je pense aussi que c'est tout à fait faisable. Je rappellerai quand même que rien que pour l'année 2015, je parle uniquement de la BCP, c'est près de 10 milliards déjà de projets verts qui ont été financés grâce à la banque. Donc je me dis que 30 milliards sur plusieurs années, c'est largement à la portée du Maroc. Allez, dans un instant, on va parler politique et sport avec cette déclaration de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui a dit que le Maroc était, selon lui, prêt à organiser une Coupe du Monde de football. Alors justement, peut-on rêver à nouveau d'organiser un mondial? Je dis à nouveau parce qu'on a eu des déceptions en 98, 2002 et 2010. Peut-on rêver de 2026 ou 2030? On en parle juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Et on commence par vous. Amin Duri, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Alors, un coup de cœur, plusieurs bonnes nouvelles du côté des financements bancaires pour les entreprises. Alors, première bonne nouvelle, c'est Allez-y, on prenait le souffle, ça arrive, c'est les aléas du je suis un peu malade, c'est pour ça. Je commence à perdre la voix. Non, mais c'est les bougies, non? Les bougies du gâteau? Absolument. C'est ça, j'ai perdu tout le souffle pour ça. Un taux débiteur historiquement bas, c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises, notamment en matière de taux crédit de trésorerie, donc qui s'établit en moyenne autour de 4,98%. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, outre la politique monétaire accommodante de la Banque centrale, la concurrence entre les banques qui favorise cette baisse des taux débiteurs, et on a vu les premières conséquences positives par rapport au redressement de l'encours des crédits à l'équipement. Deuxième bonne nouvelle, c'est par rapport aux entreprises individuelles, et là aussi on voit que l'encours distribué à cette catégorie d'entreprises est en forte augmentation. On voit par exemple que le crédit de trésorerie c'est plus 20%, crédit à l'équipement plus 50% quasiment. Donc c'est une très bonne chose, sachant que il y a quelque chose qui est très intéressant dans les statistiques qui ont été publiées. On sait que le montant des impayés est en forte augmentation depuis le début de l'année. Paradoxalement, par rapport à cette catégorie d'entreprise qu'on considère d'habitude comme la plus risquée, le taux d'impayés a diminué assez fortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence à reprendre confiance, à reprendre espoir en tout cas? Ça veut dire que concrètement, contrairement à ce qu'on croit, les entreprises individuelles sont meilleurs payeurs que les autres catégories d'entreprises. En tout cas, se tiennent mieux que les autres catégories d'entreprises. Au niveau des crédits aussi, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance peut-être. Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est un dernier point, c'est les statistiques de la CCG, justement. C'est un bon argument pour dire aussi que voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont financées, alors soit garanties, soit cofinancées par la CCG, et là on voit que plus de 50%, enfin plus 50% en termes d'entreprises financées par la CCG, donc c'est aussi une très bonne nouvelle.
Anouar Zine, un coup de gueule, un coup de cœur. Après cette revue financière offerte par Milieu, oui, un coup de cœur. C'est bien, on a deux profils différents, c'est bien. Absolument, très intéressant d'ailleurs d'écouter Amin Dionné, sincèrement. Alors, le coup de cœur, il est pour... c'est vrai qu'il y a eu la Super Lune, hein, c'est un phénomène qui arrive très rarement. Magnifique, alors, bon, c'était hier soir. On peut avoir le coup de cœur pour la Super Lune, mais ça c'est l'effet de la nature. Non, mon coup de cœur, il est depuis hier soir et encore ce matin sur les réseaux sociaux, en découvrant toutes ces belles photos prises par les jeunes, et plus que jeunes, de mon pays, et postées sur les réseaux sociaux. Ce sont de très très belles photos. On voit des effets magiques sur nos villes, nos quartiers, à peu près partout au Maroc. C'est révélateur d'un talent extraordinaire pour la prise de photos, qui aussi est un secteur d'expression artistique extraordinaire, où les jeunes peuvent faire des miracles. J'ai une pensée particulière pour... la défunte Leila Randi qui a fait des choses, Leila Alaoui qui a fait des choses extraordinaires, pensées positives pour Leila Randi qui fait aussi de très très belles photos. Et puis j'invite les auditrices et auditeurs à découvrir, s'ils ne connaissent pas déjà, le parcours d'un jeune de Sidi Moumen qui s'appelle Joseph Ouchen, à taper sur Google ou sur YouTube. Il y a des films, il y a en tout cas un petit film extraordinaire qui s'appelle Joseph Ouchen Light and Shadow, et qui grâce à un appareil photo a pu faire une percée personnelle et artistique extraordinaire, des bidonvilles de Sidi Moumen jusqu'aux belles pages du plus grand magazine. Je citerai notamment Elle Magazine. Voilà quelque chose à encourager auprès de nos jeunes qui ont du talent dans un secteur qui est en vogue, celui de la photo. Les prochaines Super Lunes, ça sera en 2034, donc il fallait en prendre des clichés hier soir. Absolument. Vous trouverez mes clichés sur Facebook aussi. C'est noté, voilà. On a un nouveau photographe avec nous également. 9h44 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. Je ne peux pas ne pas commencer par le plus oui daddy autour de notre table, Anouar Zine, avec cette magnifique déclaration. Hein, on s'attendait pas quand même. Gianni Infantino, le président de la FIFA, à Marrakech lors de ce match d'importance capitale ce week-end, Maroc-Côte d'Ivoire, et qui dit quoi ? Qui dit que le Maroc est en mesure d'accueillir la Coupe du Monde de football. Franchement, quand on entend ça de la bouche d'un président de la FIFA, ce n'est pas n'importe quoi. Et pourtant, peu de relais médias. Pas beaucoup de relais médias sur cette déclaration d'importance. C'est peut-être parce qu'on a la tête ailleurs ou parce qu'on n'y croit plus. Hein. Vous citiez tout à l'heure le nombre de fois où le Maroc s'est porté candidat et n'a pas réussi à décrocher l'organisation de la plus prestigieuse compétition footballistique, savoir la Coupe du Monde de football. Sportive aussi. Sportive aussi dans l'absolu. Alors, les déclarations du président de la FIFA sont des déclarations politique, cela ne vous échappe pas. Il est l'invité du royaume, il assiste à un match rentrant dans le cadre des dates FIFA et d'une compétition officielle. Il est un peu tenu de faire ce genre de déclaration, mais il y a un fond de sincérité. Enfin, tenu, pas obligé, mais il y a un fond de sincérité. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était un pari réussi, parce que beaucoup s'étaient étonnés du fait que Marrakech a été choisi pour abriter ce match en pleine COP22. C'était quoi la démonstration de force que voulaient absolument faire les organisateurs, ou le Maroc, ou les services de sécurité de façon générale, et les institutions qui sont en charge d'organiser tous ces événements-là en même temps à Marrakech? C'est que vous aviez déjà à peu près 30-40 000 personnes à Marrakech qui étaient là dans le cadre de la COP22. Il fallait accueillir aussi 30-40 000 spectateurs pour le match séance tenante, c'est-à-dire le même jour, c'est le samedi. Match officiel. Donc le Maroc a démontré sa capacité à gérer tout cela dans un climat qui est pas simple au niveau régional, où il peut y avoir des tentatives de choses désagréables par des méchants. Et voilà, donc le Maroc s'en est bien sorti. Il n'y a pas eu un incident, pas une vitre cassée, sachant que le résultat n'était sportif, en tout cas poussé un peu de colère. Mais tout cela était plutôt bien tenu et plutôt bien réussi. Donc c'est une démonstration de force intéressante que vient d'offrir le pays. Il faut le saluer et il faut le signaler. Deux, le Maroc est un candidat sérieux, parce qu'aujourd'hui, organiser une Coupe du Monde, encore une fois, comme l'histoire de moraliser le capital, le nouveau président de FIFA est arrivé dans un climat, on va dire, climat de glauque, effectivement, après des affaires de corruption. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et il cherche à moraliser un petit peu cette histoire de donner à organiser la Coupe du Monde après le Qatar, après la Russie, les scandales de corruption, etc. Et donc, il voudrait diffuser une image selon laquelle il y a un peu la chance à tout le monde, en tout cas à ceux qu'il mérite. Il y aura une nouvelle méthode de désignation de ce pays candidat pour 2026 déjà, qui sera annoncée en 2020.
Absolument. Enfin, ça devrait être décidé avant 2020. Les candidatures devront être déposées avant 2018. Alors, il y a une nouvelle qui n'est pas très réjouissante, c'est que c'est fini l'histoire de la rotation des continents. Donc, tout le monde pourrait soumissionner ou soumettre sa candidature à peu près partout dans le pays. Et on parle du Canada comme pays qui serait intéressé par organiser cette Coupe du Monde. Le Maroc a les atouts pour le faire en 2026. Bon, les infrastructures, j'espère qu'elles se maintiendront d'ici là, mais en tout cas au niveau sportif, au niveau organisation, au niveau infrastructure, au niveau expertise, le Maroc n'a absolument rien à envier à d'autres pays qui seraient en compétition pour organiser cette Coupe du Monde. Amine Diori, vous êtes encore sous le choc des déceptions de ces mondiales ratés 98, 2002, 2010. On peut y croire encore ? On peut y croire, bien sûr. Là, Anouar vient de citer tous les atouts du Maroc pour un dossier solide. Pour moi, il reste quand même un gros point noir. Enfin, c'est mon point de vue. J'avoue que je suis pas un grand adepte du football marocain, mais bon. Je dirais quand même que ça reste le problème des supporters. Je trouve qu'il y a beaucoup de hooliganisme aujourd'hui qui n'a pas encore été réglé. Oui. On parle encore de morts dans des stades, on parle encore de violence. On a vu ces événements à Tanger Exactement. Récemment. Donc voilà, pour moi ça c'est le gros point noir. À mon avis, on peut pas présenter un dossier sérieux avec ce type de problème sur le dos. Il faut, à mon avis, commencer par résoudre ces problèmes et après on aura un dossier plus crédible. Bon, 2026, c'est dans 10 ans. Anouar Zine, ça veut dire qu'il va falloir entretenir déjà des nouveaux stades qu'on a construits récemment. 10 ans, ça va, c'est pas un timing trop long. Pour une infrastructure comme un stade, non, c'est pas trop long. Par contre, pour l'hooliganisme, en 10 ans, est-ce que c'est possible d'en finir ? Ces actes de violence, ces mauvaises images. Voilà un sujet très compliqué à traiter. Non, on peut pas prévoir d'en finir. C'est une lutte permanente. La violence n'est pas le fruit que du sport ou des confrontations sportives. La violence est un phénomène d'abord de société. L'expression qui se fait dans les enceintes sportives ou autour des enceintes sportives est une forme de soulagement, en tout cas, enfin de soulagement, le mot n'est pas peut-être approprié, mais en tout cas de manifestation de violence qui en vérité existe un peu profondément dans la société. C'est le phénomène de foule, le fait qu'on se retrouve en nombre important autour de quelque chose de fanatique qui est supporter son club ou son équipe, qui fait en sorte que, vous connaissez la sociologie des foules, qui fait en sorte que ce genre de phénomène s'exprime de façon violente et collective. La violence, elle est dans la société, et traiter ce genre de phénomène, à savoir la violence, parce que hooliganisme, alors c'est un peu plus compliqué, ça a trait à des battles ou en tout cas des confrontations meurtrières. On se donne rendez-vous en dehors des rendez-vous footballistiques ou de matchs et pour s'entretuer entre bandes. C'est en référence à une famille hooligan. C'est plutôt un phénomène de violence. Ça se traite en famille, ça se traite à l'école, ça se traite dans l'apprentissage du supportisme. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont des mineurs. C'est les 2/3 des personnes arrêtées en marge de violence autour des stades sont des mineurs qui apprennent à supporter directement dans le stade. Et force est de le constater, ils prennent des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que on a oublié ce que c'est que regarder un spectacle en commun. Qui part encore très jeune avec ses parents, avec ses amis ou au sein de l'école regarder un spectacle en commun. Un spectacle, ça peut être du théâtre, ça peut être un film, ça peut être un match. Il y a aujourd'hui des associations qui s'activent à louer des salles, à projeter des matchs pour réapprendre qu'est-ce qu'un supportisme. C'est un métier que de supporter aux plus jeunes. Et il y a des groupes constitués, reconnus sous le nom ou pas reconnus d'ailleurs, c'est ça le problème en ce moment, des ultras, qui apprennent de bonnes façons de supporter. Mais dans un phénomène de foule, il y a évidemment des pratiques malsaines qui sont transmises et on croit que insulter, que s'en prendre aux autres, que tomber dans une espèce de sectarisme, c'est une façon de supporter son club. Non, ça ne l'est pas. En finir en disant, l'Europe a fait des avancées là-dessus. Vous avez la partie légale, vous avez la partie répression, vous avez la partie application des lois, surveillance, caméra, interdiction de stade. Je pense qu'il faut passer par ça. Mais je reste convaincu qu'il y a aussi une autre façon de régler cette histoire de violence au sein et autour des stades, par la pédagogie, par la sensibilisation, par la formation et à tous les étages. Avant même d'arriver au stade, il faut traiter la question. Bon, vous nous avez dit 2006 et pas 2030. Ça veut dire quoi 2026, mais pas 2026, pardon, mais 2006. Oui. 2026 et pas 2030. Ça veut dire que il faut jouer plutôt la montre?
Il faut jouer la montre. Le Maroc a une expérience dans ce genre de candidature. On y était presque pour 2010. Bon, il y a une obscure histoire de petits diamants qui ont fait en sorte que l'Afrique du Sud remporte l'organisation de la Coupe du Monde de 2010. Mais le Maroc n'a absolument rien à envier à l'époque et encore plus aujourd'hui à l'Afrique du Sud. Et encore une fois, l'organisation d'une Coupe du Monde, ce n'est pas qu'une question de stade, d'infrastructure, d'autoroute, d'hôtel, de capacité d'accueil, de services sanitaires et de sécurité. C'est aussi une économie, parce qu'il faut se dire les choses correctement. Ce sont les multinationales qui décident un peu, beaucoup d'ailleurs, de qui va recevoir la Coupe du Monde. Et le Maroc se place dans ce genre d'équation également économique pour les multinationales, en bonne place pour accueillir la Coupe du Monde. C'est les multinationales, c'est les marques sans citer aucune qui décident. Les marques de transfert d'argent, les marques de soda, les marques de banque, les marques de télécom qui décident un peu où ira la Coupe du Monde. C'est pas que la FIFA. Et une volonté politique également, parce que là d'ailleurs on a plusieurs réactions, notamment une de Jamal sur Facebook qui nous dit est-ce que c'est un gouvernement composé du PJD qui nous demande de nous serrer la ceinture, qui va justement se lancer dans une candidature pour un mondial. C'est vrai que la question mérite d'être posée, Amine Diori. Oui, mais il faut se rappeler c'est délicat, demander aux Marocains de se serrer la ceinture et de proposer une candidature au mondial. Oui, mais il faut se rappeler que derrière le football, il faut se rappeler qu'il y a une énorme économie derrière le football. Ça génère énormément d'argent. Et chaque Coupe du Monde qui a été faite récemment, c'est des dizaines de milliards de dollars ou d'euros qui ont été investis, mais c'est surtout un retour sur investissement pour le PIB des économies qui organisaient ces mondiales. Concrètement, on organise... Avec plus ou moins de succès. Il y a des pays qui ont connu des succès, d'autres qui n'ont connu moins de rentrées financières, au contraire. Effectivement, mais il faut se rappeler que derrière, quand on construit des stades, par exemple, il y a des gens derrière qui vont construire. Donc il faut de l'investissement public, il faut de l'argent pour construire des routes, il faut prévoir aussi les rentrées d'argent en termes d'hôtellerie. Enfin, il y a vraiment toute une économie qui va vivre autour du mondial, qui va permettre à des gens de travailler et qui va permettre de générer à l'économie marocaine énormément d'argent. Donc plus tôt l'annonce sera faite, mieux ce sera. Est-ce que vous pensez, vous, Anouar Zine, que le prochain gouvernement, pour l'instant on n'a pas encore de gouvernement, mais le prochain gouvernement pourrait se lancer, pourquoi pas, dans une candidature comme celle-ci? Alors une candidature pour organiser la Coupe du Monde n'est pas une décision de gouvernement, c'est une décision d'État. C'est-à-dire ça se prend au plus haut sommet de l'État, en dépit des gouvernements. Et puis naturellement les cycles entre le moment où on est candidat et au moment où on organise, naturellement il va y avoir 2 voire 3 gouvernements qui seraient passés. Donc on aura 2021 et 2026. Voilà. Parfait. Donc c'est une décision d'État, c'est pas une décision de gouvernement. 2 gouvernements. Voilà. 2, une Coupe du Monde, la différence entre est-ce que ça va être bénéficiaire ou déficitaire sur un plan financier, je parle encore une fois sous le contrôle d'Amine, c'est répondre à la question de savoir est-ce qu'on est prêt, c'est-à-dire on a les infrastructures, on a les réseaux d'autoroutes, est-ce qu'on va faire beaucoup d'investissements pour être éligible à organiser la Coupe du Monde, ou alors on va faire juste ce qu'il faut parce qu'on a une bonne base. Qu'est-ce qui nous reste organiser la Coupe du Monde à Atlanta aux États-Unis, organiser la Coupe du Monde au Caire en Égypte, sans vouloir être voilà, c'est pas la même chose. La différence entre ceux qui gagnent de l'argent à organiser des manifestations internationales, les Jeux Olympiques d'Athènes ne sont pas les Jeux Olympiques d'Atlanta, encore une fois. Pourquoi? Parce que les Américains étaient prêts et donc ils savent prendre le bénéfice de l'opération, et puis ils ont changé le business model de ces jeux-là, ce qui est intéressant. Je pense que le Maroc aujourd'hui, en organisant une Coupe du Monde, pourrait gagner de l'argent. On a 3 grands stades pour l'instant. On pourrait avoir un peu plus parce que il y a des stades qui sont Casablanca, on ne sait pas où on en est réflexion. Pour l'instant. Janvier 2017, ça devrait être prêt pour janvier 2017. Vous avez le stade de Marrakech, stade de Tanger, stade de Fès, voilà, vous avez le stade d'Agadir. Donc on a un peu plus que 3 qui sont éligibles, qui sont en normes FIFA. Mais encore une fois, la question n'est pas liée uniquement au stade, au nombre de stades. Je pense qu'on a de quoi organiser une Coupe du Monde. Elle est liée au fait de savoir est-ce que ça peut être rentable pour le Maroc, est-ce qu'il peut y avoir un retour sur investissement en termes de visibilité, en termes de tourisme. C'est l'événement le plus suivi au niveau international. C'est l'événement qui draine le plus de public au niveau international. Donc, à partir du moment où on a les infrastructures nécessaires, on a une économie qui plus ou moins se tient correctement, je pense que ça devient intéressant d'organiser ce genre de manifestation parce que ça devient rentable. Ça ne l'est pas quand on s'appelle Athènes et qu'on fait les Jeux Olympiques, qu'on s'endette sur un certain nombre d'années, ou même Montréal a eu le même problème parce qu'elle était pas prête. On peut pas faire beaucoup d'investissements pour un événement. L'événement vient en consécration, en point d'arrivée, pas en point de démarrage de quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet-là, les stades qui ont été construits sont pour le moment déficitaires. Ils sont pas intégrés dans leur environnement, dans les villes. Il n'y a pas d'activité de loisirs familiales de week-end ouvertes. Ce sont des stades qui ont coûté énormément cher et qui sont ouverts que pour les matchs, ce qui est dommage. Donc d'ici là, le vrai travail à faire, ça serait d'intégrer d'une façon ou d'une autre, peut-être par une mobilisation citoyenne aussi, ces infrastructures géantes
où il y a des espaces extraordinaires qu'on peut exploiter tout au long de la semaine, et puis le jour du match, ça sert au match de foot. Amine Diori. Oui, complètement d'accord. Il faut prendre l'exemple de l'Europe en matière d'enceintes sportives. Je suis un grand fan de l'OL et le parc OL est un très bon exemple de ce qu'on peut faire en matière d'activités économiques, de rentrée d'argent. Énormément d'activités qui ont lieu dans ce nouveau stade. Premier stade connecté au monde, exactement. Avec beaucoup d'applications. Avec des hôtels, des centres commerciaux, donc de la rentrée d'argent, donc des projets qui vont être hyper rentables très, très rapidement. Et l'Europe, à ce niveau-là, est un très bon exemple de ce qu'il faudrait faire en matière de gestion de stade pour le Maroc. Et une réflexion qui commence à justement être faite pour le complexe Mohamed V avec des caméras et même peut-être une application pour suivre très prochainement les résultats et pourquoi pas des buts, des matchs qui auront lieu en même temps ou qui auront lieu le même jour. Merci messieurs. Anouar Zine, fondateur du mouvement citoyen Changer.ma, entrepreneur dans le secteur de la communication. À très bientôt. Très bientôt. On croise les doigts pour 2026. Oui. Amine Diori, merci. Également, bon anniversaire. Encore une fois, entrepreneur dans le secteur responsable PME chez Inforisque. Ça arrive de se tromper ligne des fois. Vous restez avec nous dans un instant en direct de la COP22. Faisal Talaoui pour les experts climat, votre émission citoyenne climatique. Vous nous appelez dès maintenant au 05 22 95 36 70 pour toutes vos questions. Je vous retrouve demain. Tout de suite, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée.